Aujourd'hui, on va parler du myélome multiple. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. MLUS et amylose, ce sera abordé dans d'autres cours. Le myélome, on va commencer par des choses très générales. Le myélome, c'est une myélopathie maligne. Excusez-moi, je passe juste en plein écran. Voilà, qui est caractérisée par la prolifération d'un clone plasmocytaire qui envahit la moelle. Qui envahit du coup la moelle osseuse et qui va produire une immunoglobuline monoclonale ou bien des chaînes légères seules qu'on va pouvoir détecter à la fois dans le sang ou dans les urines et qui va souvent conduire au diagnostic. Donc, en termes de fréquence, c'est la deuxième hémopathie maligne en fréquence derrière les lymphomes, mais ça représente 1% de l'ensemble des cancers. L'incidence en France, elle est évaluée à 5000 nouveaux cas par an. Donc, ce n'est pas une maladie très fréquente, même si on voit les patients vivant plus longtemps, on en voit beaucoup en hospitalisation et en consultation. Il y a un ratio, il y a une prévalence un petit peu plus importante chez les hommes. Il y a un ratio homme-femme qui est de 1,4, sans qu'on ait vraiment d'explication très clair sur cette prévalence, cette prédominance. Et le myélome est globalement plus fréquent chez les patients afro-américains, 2 fois plus fréquent à peu près par rapport aux caucasiens, et plus rare chez les patients d'origine asiatique. Pour les facteurs favorisants, comme la plupart des hémopathies malignes, les radiations ionisantes, l'exposition à des pesticides ou à des solvants organiques sont des facteurs de risque. Et l'obésité, également le tabagisme, sont également des facteurs de risque de développer un myélome. C'est une maladie plutôt des gens âgés. La médiane au diagnostic, c'est 69 ans. Mais on peut quand même voir sur ce graphique qu'il y a 36% des patients qui ont moins de 65 ans, donc qui sont considérés comme des sujets jeunes, avec des extrêmes après des diagnostics avant 40 ans. Justement, le diagnostic, les présentations sont assez hétérogènes et assez variables d'un patient à l'autre. Il y a à peu près un patient sur 5 qui va être diagnostiqué de manière fortuite, ou en tout cas qui va être asymptomatique au diagnostic, donc soit une découverte fortuite, par exemple d'une anomalie à l'électrophorèse, soit un patient qui, dans le cadre du suivi d'une MLUS, va ensuite finalement finir par développer un myélome multiple. Et puis, la plupart du temps, les patients ont des symptômes au moment du diagnostic, donc soit une asthénie, des douleurs osseuses pas très spécifiques, ou au contraire, entrer dans la maladie avec des complications aiguës, donc soit une hypercalcémie menaçante, soit des lésions osseuses, et en particulier les tassements vertébraux-nodulaires peuvent être accompagnés d'une épidurite ou d'un retentissement neurologique qui fait que c'est une urgence à il y a certains patients, surtout les myélomes à chaîne légère, qui peuvent arriver avec une insuffisance rénale aiguë au diagnostic, parce que les chaînes légères sont précipitées dans les tubules. Et puis, dans des rares cas, les patients peuvent présenter des hyperviscosités. On voit plus préférentiellement les IgA qui sont un peu plus ou également, il y a aussi parfois les patients ont des cours d'un épisode infectieux aigu, et en particulier du fait de gamma-globulines et la diminution de synthèse des immunoglobulines saigne, les patients peuvent présenter des infections à germes encapsulés, en particulier à pneumocoque, ce qui peut être une porte d'entrée dans le diagnostic. Sur le plan biologique, on a souvent une anémie au diagnostic, qui fait d'ailleurs partie des critères de traitement, comme vous le savez, qui est multifactorielle. La thrombopénie et la neutropénie sont plus rares et sont vraiment dans des cas d'envahissement médulaire massif. Et on a bien sûr, sur le frottis sanguin, on peut observer parfois des rouleaux érythrocytaires, donc c'est l'image que vous avez juste ici. En fait, les hématies vont, du fait de la présence d'une immunoglobuline en grande abondance, vont perturber les interactions à la surface des globules rouges qui vont s'agencer, comme des chaînettes. C'est ça qu'on appelle des rouleaux érythrocytaires. C'est assez rare de voir des plasmocytes circulant au diagnostic. Il y a une forme particulièrement agressive de myélome qui est la leucémie à plasmocytes, qui est définie par la présence d'au moins 5% de plasmocytes sur la formule sanguine. C'est une définition qui a changé récemment. Avant, on retenait le diagnostic où il y avait soit plus de 20%, quand les plasmocytes représentaient plus de 20% des leucocytes, ou qu'on avait plus de 2 gigas par litre de plasmocytes. En réalité, on passait à côté d'un certain nombre de diagnostics, donc la définition a été revue récemment. Donc plus de
5% de plasmocytes, ça suffit maintenant à diagnostiquer une leucémie à plasmocytes. Pour ce qui est du composant monoclonal, donc on va le voir dans le cas des pics monoclonales, on va le voir à l'électrophorèse des protéines stériques. L'image que vous avez en dessous, donc on voit vraiment le caractère monoclonal, il est suspecté sur le fait que le pic soit très étroit à l'électrophorèse. On peut voir seulement une hypogammaglobulinémie isolée dans les cas de myélome à chaîne légère, puisque les chaînes légères en fait sont de trop petite taille pour être identifiées à l'électrophorèse des protéines sériques, donc il faut les doser spécifiquement, et bien sûr dans les cas de myélome non sécrétant. L'immunofixation va permettre d'affirmer l'isotype du myélome. Plus de la moitié des cas, on trouve une IgG, et les chaînes légères sont représentées par 2/3 de kappa, 1/3 de lambda. On a après un quart des myélomes sont des myélomes à IgA, et le reste, et on a 15% de myélomes qui sont à chaîne légère. Et ensuite, on a les myélomes à IgD ou à IgM sont assez rares, ils sont moins de 5% de l'ensemble des myélomes. On fait aussi souvent au diagnostic une analyse des urines. On va retrouver ces chaînes légères qui circulent et cette immunoglobuline monoclonale qui circule dans le sang assez logiquement, on la retrouve dans les urines. Et la protéinurie peut être, l'identification de la protéinurie peut servir, peut être utilisée dans des outils différentiels d'une atteinte rénale. C'est dans le cas de gammapathie rénale de signification clinique, par exemple, quand il y a des atteintes rénales spécifiques d'une immunoglobine monoclonale non liée au myélome, on peut voir par exemple une albuminurie qui est différente de la protéinurie de chaîne légère qu'on voit dans le myélome, qui arrive avec une forte masse tumorale et une insuffisance rénale aiguë au diagnostic. La confirmation diagnostique, on le fait par le myélogramme. Donc, le myélome est défini par plus de 10% de plasmocytes et souvent ils sont dystrophiques à l'analyse cytologique. Le caractère dystrophique n'est pas forcément indispensable, mais on est très souvent retrouvé. Et l'infiltrat est souvent à la fois hétérogène, donc parfois les plasmocytes forment des nids dans la moelle osseuse, donc l'infiltrat peut être assez hétérogène d'un site à l'autre, d'une fonction de moelle à une autre. Et ils sont partiels, donc le reste des nids sont en général préservés au myélogramme. Ces différents exemples, donc les plasmocytes, c'est ces cellules-là qui sont ovales, qui sont assez basophiles et qui ont un noyau excentré. Donc ça ressemble à peu près à des plasmocytes relativement normaux. Et vous voyez qu'à l'inverse, là c'est un exemple d'un myélome plasmablastique. Donc ça, c'est des formes assez agressives de myélome où les cellules sont plus immatures, souvent des patients qui ont des présentations plus agressives et qui peuvent être même tumorales avec des adénopathies ou un syndrome tumoral extramédulaire. Et donc là, vous voyez que c'est des cellules qui sont plus grandes taille avec un noyau qui prend plus de place dans la cellule, avec une chromatine qui est un peu moins dense. On appelle ça des plasmoblastes. La cytométrie en flux, elle n'est pas forcément indispensable au diagnostic. On l'a fait quand même assez souvent. Donc sur les plasmocytes vont être identifiés par le fait qu'ils expriment fortement le CD38 et le CD138, les plasmocytes tumoraux comme les plasmocytes sains. Et ensuite, les plasmocytes anormaux sont par le fait qu'ils n'expriment pas le CD19 à la différence des plasmocytes sains, et ils expriment souvent le CD56. Et puis en plus de ça, ils sont monotypiques, donc soit kappa, soit lambda, ce qu'on peut aussi bien mettre en évidence en cytométrie en flux, comme vous voyez par exemple sur cette image. 90% des cellules du patient qui sont monotypiques kappa. Donc ça peut être utile au diagnostic, et puis éventuellement aussi ça peut être la cytométrie en flux, elle peut être utile au suivi de la maladie résiduelle après traitement, mais c'est pas quelque chose qui est généralisé et qui se fait partout. Et surtout utile, c'est la cytogénétique au diagnostic, donc qui se fait sur les plasmocytes médulaires. Il y a souvent assez peu de plasmocytes dans le myélogramme, donc souvent on sensibilise les techniques en triant les plasmocytes et en faisant des analyses spécifiquement sur les plasmocytes. Donc la cytogénétique, elle est conventionnelle et souvent assez peu informative. On préfère des techniques ciblées comme de la fiche, vous avez un exemple ici, ou des NGS. Et je pense que vous connaissez probablement cette fiche. En France, la plupart des
il y a un groupe collaborateur qui s'appelle l'Intergroupe français du myélome. Et en fait, la plupart des centres qui participent à ce groupe envoient les prélèvements de cytogénétiques à Toulouse, où il y a des techniques justement sur plasmocytes triés de NGS qui permettent d'avoir au screening un certain nombre d'anomalies identifiées. Donc, il y a beaucoup de centres qui ne font pas les cytogénétiques du myélome en local, et c'est souvent envoyé ça. Donc, on a dû vous demander déjà de remplir ce genre de groupe. La cytogénétique, elle est surtout importante parce qu'elle a une valeur pronostique. Il y a peu, dans certains cas, d'idées la thérapeutique des patients. Donc le score pronostic, c'est le score ISS révisé. Le score qu'on utilisait auparavant, c'est le score ISS qui comprenait la bêta-2-microglobuline et l'albumine. Et les patients étaient stratifiés en différents groupes de risque en fonction de la présence ou de l'absence de ces facteurs de risque. Donc, le score ISS révisé a gardé le score ISS, on prend en compte toujours le score ISS, et on a rajouté en plus 2 paramètres, l'existence d'une cytogénétique de haut risque, donc la délétion de 17p, la translocation 4-14 ou la translocation 14-16. Souvent, on prend également en compte l'existence d'anomalies du chromosome 1, donc le G1-1Q ou la DEL1P, qui sont des facteurs de mauvais pronostic. Donc la cytogénétique de haut risque ou les LDH augmentés. Donc ça, c'est 2 facteurs de risque qui se rajoutent et qui permettent de mieux stratifier les patients et mieux stratifier le risque la survie, le risque de survie sans progression et le risque de décès en fait, patient au diagnostic. Et donc, vous voyez qu'entre un patient qui a un score IRISS à 3, il a une médiane de survie sans progression à 29 mois, alors qu'un score ISS à 1 a une médiane de survie sans progression à 66 mois. Donc, c'est vraiment des patients qui ont évolué de manière assez différente selon est-ce que sont présents ou non ces facteurs de risque. Donc justement, pour ces différents facteurs, donc la délétion de 17p, ça c'est vrai dans la plupart des hémopathies, c'est toujours le mauvais pronostic. La translocation 4-14, en réalité, c'est un peu que les patients sont peut-être un petit peu plus hétérogènes. En réalité, on a tendance à penser que c'est une translocation qui est peut-être pas si de mauvais pronostic que ça. En particulier, le fait que cette anomalie soit associée à d'autres facteurs, et en particulier à une hyperdiploïdie, est peut-être un facteur protecteur. Donc, en fait, le fait qu'il y ait une hyperdiploïdie gommerait peut-être l'effet de la translocation 4-14, c'est ce qui avait été suggéré dans cette étude dont il y a le graphique ici. En particulier, l'existence d'une trisomie 3 et 5 sont associés à une meilleure survie globale. Donc, ça semble, voilà. Donc, la translocation 4-14 peut être éventuellement gommée au mauvais pronostic qui était attribué à cette anomalie. Et donc, il y a un groupe français qui a proposé de développer un nouvel index pronostic qui prend justement ces spécificités et du coup qui combine plusieurs anomalies. Donc, les anomalies qu'on a déjà mentionnées, la DL17P, la DL1P32, et du coup de considérer en plus certaines trisomies, la trisomie 5 qui a peut-être un rôle protecteur, et la trisomie 21 qui est également délétère. Et donc, c'est un score qui a été proposé par l'équipe de Toulouse qui n'est pas encore validé en pratique courante, mais qui permet de moduler un petit peu ces facteurs de risque qui permettent de moduler en fait, les facteurs de risque en fonction des différentes anomalies qui sont présentes. Pour ce qui est de l'imagerie, donc les radiographies, il ne faut pas les faire, hein, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas tous des examens qui sont assez sensibles. Le seul intérêt éventuellement, c'est en préopératoire. Souvent, les chirurgiens ont encore des radios standards, ça permet d'évaluer notamment l'atteinte de la corticale en préopératoire. Hormis ça, pour un bilan de myélome, les examens qu'on privilégie plutôt, c'est donc soit le scanner corps entier, et en particulier les radiologues ont des séquences qui s'appellent le scanner corps entier faible dose, qui a un examen assez rapide, qui est non injecté bien sûr, et qui permet de faire une imagerie du squelette entier assez rapidement, et donc de dépister déjà des lésions osseuses. Ça, c'est un examen qui a l'avantage d'être rapide et de se faire facilement. Et puis, ce qu'on a tendance à faire, ce qu'on fait encore de meilleur comme examen, c'est l'IRM
souvent on combine rachis et bassin, ou le TEP scanner, qui sont tous les deux des examens très sensibles et assez spécifiques du myélome. Je pense que je vous ai résumé un peu ça ici. Voilà, le scanner, l'avantage du scanner, c'est que c'est vraiment très rapide comme examen, ça se fait facilement et ça se fait à peu près partout. C'est pas injecté, donc ça permet d'avoir une évaluation rapide de l'os des patients. L'IRM et les TEP scanners, sinon, sont des examens plus spécifiques et plus sensibles surtout. Donc après, ensuite, souvent la décision, elle se fait en fonction de ce qui est disponible dans les différents centres. On n'a pas toujours facilement accès à un PET scanner ou à l'inverse à une IRM. Donc le choix se fait souvent en fonction des habitudes de centre et de ce qui est possible d'avoir comme examen. C'est vrai que le seul petit limite qu'on peut mettre à ça, c'est que l'IRM, en particulier quand le patient a des douleurs osseuses vertébrales, vous avez une implantation vertébrale avec un doute sur une atteinte, une épiduroïde ou une atteinte neurologique, c'est encore l'IRM qui reste le meilleur examen pour apprécier le retentissement sur la moelle. Donc, plus que le TEP scanner qui évalue pas bien cet aspect-là. Donc, tous ces examens au diagnostic qui vont déjà nous permettre d'affirmer le diagnostic de myélome et puis ensuite de rechercher des critères de traitement. Donc, la question, c'est est-ce que le myélome est symptomatique ou non. Donc, on dit qu'un myélome est symptomatique, c'est qu'il a une atteinte d'organes. Donc, il y a les critères CRAB que vous connaissez, donc l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'anémie et l'existence d'une lésion osseuse. Au scanner. Et puis il y a des critères qui sont des critères de traitement qui ont été développés un peu plus récemment, qu'on appelle les critères Slim Crab, où ils sont trois. Donc, vous avez la plasmocytose médulaire à plus de 60%, le taux de chaîne légère libre sérique, quand vous faites le rapport de la chaîne légère atteinte sur non atteinte, un ratio supérieur à 100 et un critère de traitement. Parce qu'en réalité, même si les patients n'ont pas des critères CRAB classiques, on sait que rapidement, ces patients risquent d'avoir une atteinte rénale dans l'année qui vient. Donc, c'est un critère de traitement aujourd'hui. L'existence de 2 lésions focales de plus de 5 mm en IRM, même si elles ne sont pas symptomatiques, sont aussi un critère de traitement. Le myélome indolent, donc par définition, il n'a pas tous les symptômes liés les critères CRAB et Slim Crab qu'on vient de citer. On parle de myélome indolent quand les patients ont un pic monoclonal à plus de 30 grammes ou une protéinurie de Bell-Jones à plus de 0,5 grammes par 24 heures ou une plasmocytose médulaire qui est entre 10 et 60%. Et bien sûr, ces patients qui n'ont pas d'atteinte myélomateuse ou bien sûr d'autres atteintes liées à d'amylose ou d'autres atteintes liées à la gammapathie. Pour les définitions, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie, sinon on va passer à la prise en charge. Donc la prise en charge, donc ça c'est un historique qui est assez parlant pour comprendre ensuite comment on évolue dans les décisions de traitement. Globalement, pendant de nombreuses années, il n'y a pas eu grand-chose pour traiter le myélome. Le metvalence et les corticoïdes, c'est arrivé dans les 50, les premières autogreffes dans les années 80, et puis c'était tout. Il n'y avait quand même pas grand-chose comme médicament pour traiter le myélome. Puis en fait, à la fin 99 2000, on a eu l'arrivée du thalidomide et du bortezomib qui là, ont vraiment changé la prise en charge et le pronostic des patients. Et puis ensuite, il y a eu plein d'autres molécules développées par la suite, d'autres imides, le lénaludomide, le pomalidomide, d'autres inhibiteurs du protéasome. Et puis encore plus récemment, l'immunothérapie avec le daratumumab et plus généralement les anti-CD38 et puis les carticelles ou les anticorps spécifiques qu'on utilise en plus maintenant. Donc, du coup, tous ces nouveaux agents qui sont en réalité plus très nouveaux ont vraiment changé l'évolution des patients du myélome. Là, c'est des courbes qui sont un peu vieilles, mais on voit qu'à partir de la courbe de survie des patients en fonction des différentes décennies du diagnostic. Vous voyez qu'à partir de 2000, en fait, ça correspond au bortezomib et au thalidomide, donc les premiers traitements un peu spécifiques du myélome. On a une amélioration de la survie, qui se traduit aussi là, sur ces courbes-là. Donc justement, les molécules qu'on a, donc ça, on va passer ensuite un peu plus en détail sur les
décisions de traitement et comment on choisit les traitements, en particulier chez les sujets jeunes et chez les sujets âgés. Globalement, surtout en première ligne, on a 3 grandes classes d'immunothérapie, de traitements ciblés, de traitements un peu spécifiques du myélome, et puis en plus des alkylants qui sont la chimiothérapie pas spécifique. On a les inhibiteurs du protéasome, mais en premier lieu, c'est le bortezomib. Donc, le fait de bloquer le protéasome dans les plasmocytes fait qu'il va y avoir une accumulation d'immunoglobuline en fait, mal formée, donc c'est ça qui va causer un stress cellulaire et entraîner l'apoptose des cellules myélomateuses. Ce n'est pas un mécanisme spécifique, mais il se trouve que les plasmocytes sont particulièrement sensibles à l'émission de cette machine. Les toxicités principales de ce traitement, ce qui est vrai, comme tous les traitements du myélome, ça augmente le risque infectieux. Ça augmente le bortezomib, entraîne augmente le risque de réactivation des herpès virus du virus de l'herpès et du virus de la varicelle en particulier. Mais souvent, les patients sont sous acyclovir, notamment à cause de ça. Le bortezomib, c'est surtout assez pourvoyeur de neuropathie périphérique, surtout avec l'accumulation du traitement et en particulier quand les traitements sont donnés fréquemment au début. Pour les autres toxicités, on ne sait pas pourquoi on ne va pas les développer là. Pour la famille des imides, c'est en premier lieu, on utilise assez peu le thalidomide actuellement parce que c'est un médicament qui lui aussi donne des neuropathies périphériques assez importantes. Donc on préfère le lénalidomide qui est un petit peu moins toxique au niveau neurologique. Les imides, donc on pense qu'il y a plein de voies d'action différentes. On dit ça, c'est qu'on n'est pas forcément très sûr de comment ça marche. Il y a un effet probablement immunomodulateur, il y a une action antiproliférative vraiment sur les cellules plasmocytaires. Il y a peut-être aussi un effet anti-angiogénique, ça pourrait jouer aussi sur la moelle osseuse et la faction dans la moelle osseuse soutient les cellules tumorales. Et il y a un effet aussi anti-inflammatoire un peu dans un moindre degré. Les risques, les indésirables principaux liés à ces traitements, aux imides, c'est que ça augmente le risque thromboembolique veineux. On se posera toujours la question de diagnostiquer, mettre une prophylaxie de ce risque chez les patients. Donc surtout les thalidomides de neuropathie, c'est un petit peu moins vrai pour le lénalidomide. Et ensuite, il y a surtout une toxicité hématologique. Donc c'est un médicament qui donne des cytopénies, qui reste assez modéré en général, qui peut donner surtout à l'introduction des toxidermies qui sont en général pas graves et qui se résolvent assez rapidement avec des traitements symptomatiques qui empêchent assez rarement de reprendre le traitement par la suite. Surtout le lénalidomide, ça donne des problèmes digestifs, donc ça peut donner aux patients des diarrhées assez invalidantes, surtout avec l'accumulation et avec l'accumulation de traitements, donc en particulier chez les patients qui ont un traitement d'entretien assez prolongé. Pour les anti-CD38, il y en a deux principaux, il y a le daratumumab et l'isatuximab qu'on utilise en pratique courante. C'est des anticorps monoclonaux qui vont se fixer sur le CD38 qui est fortement exprimé par les plasmocytes qui va entraîner une cytotoxicité médiée par l'anticorps et médiée par le complément également. Et donc ça donne des réactions, notamment les premières liées à l'activation de la fragmentation constante de l'anticorps monoclonal. Va entraîner une hypogammaglobulinémie au long cours et donc augmenter le risque infectieux. Je ne sais pas si quelqu'un avait une question. C'est juste quelqu'un qui a oublié d'enlever son micro. Et ensuite les alkylants, donc on va plutôt utiliser, surtout chez les sujets jeunes, on va utiliser le melphalan à haute dose au moment où on fera une haute dose. Ça, on en parlera un petit peu plus loin. Donc, ces traitements, on va les détailler ensuite, mais je vais vous parler aussi, faire un rappel sur la manière dont on évalue la réponse au traitement. Donc en pratique, l'évaluation de la réponse au traitement, elle se fait en premier lieu par des examens biologiques. En fait, on pose le pic et l'échelle légère, qui sont un reflet de la masse tumorale intramédulaire. Et en pratique, on réévalue la maladie souvent au J1 de chaque cycle, une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. La réponse, quand on parle de réponse complète, on définit la réponse complète
par le fait d'avoir une immunofixation dans le sang et les urines négatives, et par le fait de n'avoir plus de plasmocytes médulaires au myélogramme. En réalité, hors protocole, on ne fait pas tout le temps des myélogrammes de réévaluation aux patients. Souvent, on se contente de faire les examens sanguins et urinaires. La réponse complète stringente, c'est comme la réponse complète, sauf qu'on en plus qu'il n'y ait plus de plasmocytes médulaires monotypiques ou de cytométrie non plus. Et ensuite, il y a des degrés de réponse partielle. On parle de très bonne réponse partielle quand le pic ou l'échelle légère ont diminué de plus de 90% par rapport au dosage au diagnostic avant traitement. De réponse partielle quand ces composants ont diminué de plus de 50%, moins 90%. Et de réponse minime quand ces marqueurs ont diminué de 25%, mais de moins 25%, mais moins de 50%. Et de maladies stables dans les autres cas. En réalité, souvent, maladies stables et réponses minimes, c'est la même chose, c'est qu'on n'a pas une réponse satisfaisante au traitement la plupart du temps. Et ensuite, on peut aussi évaluer la maladie résiduelle. Ça, en réalité, on le fait assez peu en pratique courante, mais c'est de plus en plus vérifié et regardé dans le cas des essais cliniques. Et donc, on peut définir de différentes manières. On peut la définir, le faire par de cytométrie en flux, pas de biologie moléculaire aussi la plupart du temps. Et puis, on définit aussi souvent la maladie résiduelle sur l'imagerie. En particulier, c'est de plus en plus le TEP scanner qui est utilisé dans ces cas-là. On demande, en plus des différents paramètres biologiques et médulaires qu'on a cités, souvent pour affirmer une réponse complète et une maladie résiduelle négative, on demande également un bilan d'imagerie où les lésions osseuses doivent avoir disparu, en tout cas d'aspect séquelaire, pour évaluer la maladie résiduelle. Une rechute, la rechute, elle est définie par, bien sûr, soit l'apparition de critères CRAB, manifestation clinique du myélome, ou par la réapparition d'un composant monoclonal en biologie, ou la réapparition d'un excès de plasmocytes au niveau de la main. Ça nous permet ensuite de définir du coup, les différentes situations des patients. Donc, un myélome en rechute, c'est un myélome qui réapparaît chez un patient qui avait atteint une réponse au point partiel avant. Un patient qu'on dit réfractaire, c'est un patient qui n'est pas répondeur au traitement, mais qui progresse dans les 2 premiers mois après la fin du traitement. Et puis après, le myélome en rechute réfractaire, c'est un patient qui avait répondu à une première ligne, ensuite qui est réfractaire aux lignes de rattrapage suivantes, et un patient qui a un myélome réfractaire primaire, c'est un patient qui n'a jamais réussi à obtenir une réponse, même minimale, au traitement. C'est des situations assez rares, mais qui arrivent. Pour savoir un peu de quoi on parle ensuite, par la suite. Et donc, si on va un peu plus pratiquement, quand on a un diagnostic de myélome chez un patient, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va avoir besoin de le traiter? Les myélomes indolents, on ne les traite pas. Il y a quelques essais cliniques qui se posent la question de l'intérêt justement de débuter des traitements chez des patients qui ne sont pas encore symptomatiques pour essayer de diminuer justement le risque de progression vers un vrai myélome. Mais hormis dans le cadre d'essais cliniques, les myélomes indolents, c'est des patients chez qui il n'y a pas d'indication de traitement. Donc, si le patient est symptomatique en revanche, on va se poser la question de est-ce qu'il est éligible à un traitement intensif, donc à une autogreffe. Et ça, schématiquement, en fait, on propose des autogreffes chez les patients qui ont moins de 65 ans. Entre 65 et 70, si les patients sont en bon état général, pas trop de comorbidité, ça peut se discuter dans certains cas. Mais sinon, le cut-off le plus généralement retenu, c'est 65 ans. Et donc, si le patient est considéré comme éligible, le traitement de ce qu'on appelle les sujets jeunes est séquentiel. Donc, il y a une phase d'induction qui se fait en ambulatoire, qui va utiliser surtout l'immunothérapie, des thérapies ciblées. Une phase ensuite d'autogreffe où les patients sont hospitalisés, donc on utilisera du melphalan à forte dose en une dose unique. Et ensuite, souvent, cette autogreffe est suivie par un traitement de consolidation qui en général utilise les mêmes molécules qu'en induction et par un traitement d'entretien par l'énanidemie. À l'inverse, les sujets âgés ou en tout cas non éligibles à un traitement intensif, ils ont des traitements la plupart du temps continus, qui ne sont pas séquentiels, qui sont donnés au même rythme et à la même fréquence
depuis le début jusqu'à la progression, jusqu'à l'apparition d'effets indésirables. On va justement développer un petit peu plus les sujets jeunes. Donc ça, c'est les recommandations européennes de 2021 sur les différents schémas thérapeutiques qu'on peut utiliser en induction. Et donc, dans ces recommandations, ce qui est proposé, c'est comme option thérapeutique, c'est soit le VRD, soit le DARA-VTD, tout simplement parce que c'est des études il y a des essais cliniques qui ont été validés et qui ont montré l'intérêt de ces schémas thérapeutiques. On utilise aussi souvent du DARA-VRD. C'est hors AMM, mais c'est vrai qu'en pratique, c'est quand même beaucoup utilisé dans la plupart des centres, surtout pour limiter le risque de neuropathie périphérique lié à l'utilisation du thalidomide. Ensuite, les associations VTD, donc sans daratumumab ou VCD, sont possibles, mais ne sont vraiment pas des options satisfaisantes en tout moment. Il faut le faire faute de mieux. On a ensuite, du coup, après cette induction, dont l'objectif est d'obtenir au moins une très bonne réponse partielle, voire une réponse complète. On va faire une intensification thérapeutique suivie d'une autogreffe qui se fait en hospitalisation. Et ensuite, on propose souvent des schémas de consolidation après, et puis ensuite un traitement d'entretien par régime. Donc, justement, sur ce choix du traitement d'induction, donc en fait, je vous ai montré que historiquement, il n'y avait pas, maintenant, depuis une vingtaine d'années, on a pas mal de molécules disponibles dans le myélome, mais avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, on avait un peu de melphalan, un peu de thalidomide, un peu de bortezomib. Et du coup, on a essayé un peu de combiner toutes ces molécules, de voir si une, c'est mieux que deux c'est mieux que trois. Et effectivement, globalement, les différentes études ont montré que c'était vraiment mieux de faire des associations triples, des triplés, pour traiter le myélome. Et notamment, le fait de combiner Velcade, thalidomide et dexaméthasone, c'était mieux que faire thalidomide, dexaméthasone seul ou de faire Velcade, dexaméthasone seul. Donc, il y a des schémas qui sont commencés à se dégager, donc le VTD, le VCD aussi avec l'endoxan a été utilisé. Et donc, assez logiquement, on s'est posé la question de comparer le VTD et le VCD pour savoir quel était donc le VTD, c'est un petit peu mieux par rapport au VCD en termes d'efficacité. Il y a plus de réponses, de très bonnes réponses partielles et de réponses complètes avec le VTD comparé au VCD. Donc c'était un petit peu mieux. Même si en termes de survie sans progression, il n'y avait pas de différence flagrante. Et au niveau de la toxicité, donc, ce problème de neuropathie périphérique qui était plus fréquente avec l'ajout de thalidomide, et il y a un petit peu plus de neutropénie fébrile avec l'endoxan, qui avait plus de toxicité hématologique. Donc, du coup, on a tendance à penser que le VTD, c'était quand même un peu mieux. Après, donc, il y a le lénaïdomide qui est arrivé. Et donc, assez logiquement, on a proposé de faire du VRD qui était moins toxique, qui donnait moins de neuropathie périphérique. Il n'y a jamais eu de comparaison directe entre le VRD et le VTD et le VCD. Donc, on peut avoir que des arguments indirects pour préférer l'un à l'autre. Ce qu'on sait, c'est que le VRD, ça c'était un essai qui comparait le bénéfice, qui comparait une induction et une consolidation par VRD avec une autogreffe ou sans autogreffe. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Déjà, ce qu'on constatait, c'est qu'en termes de réponse, les patients qui avaient que du VRD, ils avaient quand même des meilleurs, des VRD et une autogreffe, ils avaient quand même globalement des meilleurs résultats, juste en comparant les chiffres par rapport aux résultats qu'on avait avec le VTD ou le VCD. Donc, même s'il n'y a pas de comparaison directe, on peut quand même considérer que le VRD, c'était mieux. Et puis après, les anti-CD38 sont arrivés. Donc, assez logiquement, on a essayé de les combiner à ces différents traitements pour voir si ça fait. Et clairement, ça fait mieux. Il y a eu deux grandes études, donc les Cassiopée qui comparaient DARA-VTD au VTD seul, et les Griffin qui comparaient le DARA-VRD au VRD sans DARA. Voilà, clairement, en termes de... on voit les taux de réponse. Donc, le premier graphique, c'est les taux de réponse avec le DARA-VTD. On a beaucoup plus de réponses complètes et de très bonnes réponses partielles, notamment... C'est vrai dès le début du traitement, et puis ça c'est les différents graphiques avant l'induction, après l'induction, après l'autogreffe. En fin de traitement, on a des meilleurs taux de réponse
avec la combinaison quadruple. On a une survie sans progression qui est également meilleure avec le DARA VTD qu'avec le VTD seul. Et il n'y a pas encore de différence, on n'a pas encore de résultat de survie globale, mais on a une tendance également à une meilleure survie globale avec ce traitement, sans qu'il y ait de toxicité en réalité vraiment significative en plus. C'est pour ça qu'on fait que du DARA VTD a trouvé sa place dans les recommandations que je vous ai montrées avant. Les ségrifines montraient un peu la même chose. Avec le DARA VRD, c'est mieux que le VRD tout seul. Il y a des meilleures survies sans progression, il y a des meilleurs taux de réponse. Par contre, il n'y a pas en fait, les données de survie ne sont pas disponibles et la survie sans progression semblait meilleure, mais statistiquement significative. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'AMM à ce schéma, même si en pratique, il est quand même très souvent fait dans la plupart des centres. Ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas repasser dessus. Ensuite, après l'induction, les patients reçoivent en général au moins 4 cycles du schéma d'induction qu'on veut. Et ensuite, ils reçoivent une autogreffe. L'objectif de l'autogreffe, c'est de faire une chimiothérapie à forte dose, donc on utilise le melphalan, en général 200 mg par mètre carré la plupart du temps, une intensification thérapeutique sous couvert d'un greffon autologue de cellules souches, parce que si on faisait ce melphalan à cette dose-là sans greffon derrière, les patients seraient en aplasie, ne sortiraient pas d'aplasie. C'est trop une toxicité hématologique qui est trop importante. Donc, en amont de cette autogreffe, en général au milieu du traitement d'induction, on collecte un greffon. Il y a différentes manières de collecter le greffon. Soit on donne aux patients des injections de GCSF seul, ce qu'on appelle du collecte en steady state. En réalité, les traitements, notamment le fait de faire souvent des traitements par des quadruplettes en induction, fait que la physiopathe soit très bien connue, fait que les patients sont souvent difficiles à mobiliser. Donc en pratique, on a souvent besoin d'agents supplémentaires et on utilise souvent le plérixafor qui est un anti-CXCR4 qui va du coup bloquer l'interaction entre bloquer en fait l'accroche des cellules souches hématopoïétiques dans leur niche, donc, ce qui fait qu'ensuite, en combinant le plérixafor et des facteurs de croissance granulocytaire, on va réussir à décrocher les cellules souches de leur niche et les faire circuler, donc les recueillir plus facilement. Donc ça se fait en amont, ça se fait en général entre 2 cycles d'induction. Ensuite, quand les patients sont hospitalisés, ils vont recevoir le melphalan, la plupart du temps à 200 mg par mètre carré, actuellement diminué à 140 s'il y a des comorbidités ou si la clairance rénale est à moins de 60. Et on réinjecte le greffon en général 24 à 48 heures plus tard. Et on surveille du coup, les toxicités du traitement qui est essentiellement en fait, la toxicité du melphalan, donc avec des effets digestifs, donc c'est des patients qui notamment c'est une chimiothérapie qui est assez émétisante, les patients vont avoir des mucites aussi assez importantes, et puis de la diarrhée. Et puis bien sûr, il y a un risque d'aplasie fébrile et puis de cytopénie à cause de ce traitement. Les patients qui ont un haut risque cytogénétique, donc en pratique, c'est surtout les patients qui ont DEL17P qui sont concernés. Il arrive qu'on leur propose une double autogreffe, ça veut dire qu'on parle aussi d'autogreffe en tandem. En fait, on fait une première autogreffe en fin d'induction et on fait souvent une deuxième autogreffe 2 à 3 mois après la première. Donc, c'est assez de prévenir les patients en amont pour qu'ils puissent se préparer psychologiquement. Du coup, on fait ça pour des patients bien sûr jeunes qui sont capables de recevoir ça et qui sont essentiellement ceux qui ont une délétion 17P. On sait bien sûr, et on continue à se poser régulièrement la question de savoir si l'autogreffe est en réalité toujours nécessaire. Et dès qu'il y a des nouvelles molécules et du coup, dès qu'on améliore le traitement des schémas d'induction, on se pose la question de savoir est-ce que le fait de faire une autogreffe, est-ce que c'est toujours pertinent Et ça, c'était du coup un essai qui avait été en 2017, où justement les patients
considérés comme jeunes recevaient soit une induction avec du VRD, une autogreffe et ensuite une consolidation, ou du VRD seul pendant 8 cycles. Et ensuite, les patients recevaient tous un traitement d'entretien par les guidons pendant 1 an. Et donc, dans cet essai-là, il se trouve que effectivement, le fait de faire une autogreffe apportait un bénéfice aux patients. La survie sans progression était améliorée, 50 mois versus 36 mois pour les patients qui n'avaient pas eu d'autogreffe. Par contre, il n'y avait pas eu d'effet sur la survie. C'est-à-dire que les patients rechutaient plus vite, mais en revanche, on arrivait à les rattraper par la suite. En termes de réponse, c'était plus profond chez les patients qui avaient une autogreffe. Il y avait plus de réponses, mais là, il y avait 60% quasiment de réponses complètes et 30% de très bonnes réponses partielles. Et c'était un petit peu moins, les résultats étaient un petit peu moins bons dans le bras avec juste du verre. Il y avait également plus de maladies résiduelles indétectables. Donc, c'est basé sur cette étude, on continue à faire des autogreffes chez les patients. Ça, c'était une autre étude qui s'était posée également la question. En réalité, je vais passer rapidement parce qu'elle est un petit peu moins pertinente. Mais elle avait également montré un bénéfice de survie sans progression avec l'autogreffe par rapport au bras sans autogreffe. La seule réserve, c'est qu'il n'y avait pas tout à fait les mêmes. C'est des schémas d'induction qui utilisent notamment du VNP, qui sont un petit peu qu'on utilise en réalité plus maintenant, donc c'est plus très pertinent. Je vous ai dit que du coup, on faisait souvent des doubles autogreffes ou des autogreffes en tandem pour les patients à haut risque. On a assez peu, on a assez peu de données prospectives, on n'a pas d'essais vraiment stratifiés faits pour répondre à cette question. On a quand même l'impression qu'il y avait dans cet essai que je vous ai passé rapidement juste avant, les patients il y avait un sous-groupe de patients à cytogénie, qui avaient une cytogénie de haut risque, qui recevaient justement, qui pouvaient ou non recevoir qui recevaient une double ou une simple autogreffe. On a l'impression que dans ce sous-groupe de patients, la survie sans progression et la survie globale est un petit peu meilleure quand on faisait une double autogreffe par rapport à une simple. Ce pas des résultats significatifs, on avait une tendance à une meilleure réponse dans ces cas-là. Ça, sur la droite, c'est un exemple d'une méta-analyse qui s'est aussi intéressée en regardant différentes études aux patients à haut risque. Les patients à haut risque, c'était les patients qui avaient une cytogénétique de haut risque ou qui n'avaient pas atteint une réponse complète en fin d'induction. C'était un petit peu plus hétérogène comme groupe. Pardon. Et là aussi, on avait l'impression que la survie sans progression et la survie globale étaient meilleures quand on faisait des doubles autogreffes, avec la difficulté que c'est des études souvent en rétrospective, et donc c'est bien sûr pas des études qui ont été designées pour répondre à cette question. Donc, pour résumer, l'autogreffe, elle reste toujours indiquée en première ligne des sujets qui sont éligibles. Les autogreffes, elles sont réservées aux patients à haut risque, et donc c'est en fait essentiellement les patients qui ont une délétion 17P. Et bien sûr, à l'ère des anti-CD38, on doit se poser la question si cette autogreffe est toujours pertinente. Et il y a des essais d'ailleurs qui sont en cours pour tenter de répondre à cette question. Sur ensuite la consolidation, son objectif, c'est la consolidation qui arrive après l'autogreffe, l'objectif c'est d'améliorer la profondeur de la réponse et de prolonger la survie sans progression. Son rôle est assez controversé, on n'est pas sûr formellement que la consolidation ait toujours un intérêt. Elle est quand même reste incluse dans la plupart des essais prospectifs qu'on fait actuellement. Et donc, en général, on fait 2 à 4 cycles supplémentaires en post-autogreffe et on utilise en général les mêmes molécules qu'à l'induction. Ah. Justement, donc, ça, c'était un essai qui s'était posé la question justement de l'intérêt de la consolidation. Alors, les patients recevaient un schéma VTD et autogreffe, avec soit une consolidation à nouveau par VTD en post-autogreffe, soit rien du tout. Donc, c'est plus tout à fait les pratiques qu'on a actuellement. En particulier, il n'y a pas de traitement d'entretien à l'époque. Donc, voilà, c'est apprendre avec des pincettes, mais en tout cas,
des patients qui étaient un petit peu moins traités que ce qu'on fait actuellement, en post-consolidation, on avait une augmentation des taux de réponse qui étaient plus profondes et plus fréquentes que chez les patients qui n'avaient pas de consolidation. Pareil, là, dans cet essai qui avait comparé du coup, une consolidation de nouveau par VRD versus pas de consolidation en post-autogreffe. Il semblait aussi qu'il y ait un intérêt à faire des cycles de VRD supplémentaires après l'autogreffe par rapport à ne pas faire de consolidation du tout. Pareil, ce n'étaient pas des molécules tout à fait optimales qui ont été utilisées à l'époque. On ne peut pas... C'est des études à prendre avec un peu de prudence. J'ai passé aussi sur cet essai-là. Et donc là, par exemple, dans cet essai, il y a eu des schémas, pour le coup, une induction avec du VRD, autogreffe, et où les patients avaient cette fois-ci un traitement d'entretien. Du coup, les patients étaient randomisés entre soit le fait de ne pas avoir de consolidation, de débuter l'entretien directement, d'avoir une deuxième autogreffe, ou d'avoir une consolidation par 4 cycles de VRD supplémentaires. Et donc là, on n'avait pas du tout de différence en revanche, que ce soit en termes de survie sans progression et en termes de survie globale. Donc, la consolidation, elle a pour but d'améliorer la profondeur et de réponse et de prolonger la PFS. Peut-être qu'en réalité, en réalité, je vous montre qu'il y a probablement un intérêt de traiter longtemps les patients. Peut-être que c'est plus en fait, le nombre de cycles en fait, qui est important. Il faut que les patients reçoivent des traitements un peu prolongés et en nombre suffisant et surtout pas s'arrêter trop tôt. Après, faire un certain nombre de cycles, faire 6 à 8 cycles de VRD avant ou après l'autogreffe, c'est probablement pas ça qui est important, mais c'est plutôt la durée de traitement qui est probablement plus pertinente. Ensuite, pour ce qui est du traitement d'entretien, qui arrive après la consolidation, si on l'a fait, là, en revanche, on n'a pas trop de doute sur le fait que c'est intéressant. L'étude qui a prouvé l'intérêt du lénaludomide d'entretien, c'est celle-ci. Donc, les patients recevaient une induction, une autogreffe, une consolidation, et ils étaient ensuite randomisés par un traitement d'entretien par lénaludomide ou par un placebo. Donc là, il y a clairement une différence en termes de survie sans progression, qui était quasiment doublée en fait, avec un traitement par lénaludomide de maintenance. Et ce qui était assez intéressant, c'est que surtout, il y avait un gain de survie. Il y avait une différence significative de survie qui était prolongée chez les patients. Et ça, il n'y avait pas beaucoup de médicaments jusqu'ici qui avaient pu montrer un bénéfice de survie dans cette situation-là. Donc, du coup, l'entretien, on le fait. L'entretien, il est fait avec du lénaludomide. Le bénéfice, il est vrai, il est retrouvé pour tous les patients. Il existe aussi chez les patients qui sont à haut risque, même si ça, bien sûr, ça ne rattrape pas le mauvais pronostic qui est lié à la cytogénétique défavorable. Il y a eu des essais d'autres molécules en entretien, et en particulier les inhibiteurs de protéasome. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est mieux de faire un entretien plutôt que de ne pas en faire. Donc, il y avait un essai qui avait utilisé l'ixadomib en entretien, un autre le bortezomib, comparé au thalidomide. Quand on ne fait rien d'autre à côté, c'est mieux de faire un traitement d'entretien. Après, les résultats sont moins bons qu'avec la lénaludomide, mais c'est pas on propose parfois de faire un traitement pour les patients qui ont des mauvaises cytogénétiques, de faire des entretiens avec du lénaludomide auquel on ajoute le Velcade. Et ça, c'est hors AMM et ce n'est pas des choses qui sont recommandées. La durée optimale, elle est, on n'est pas non plus certain de combien de temps il faut faire. L'AMM du lénaludomide, ça peut donner jusqu'à progression ou jusqu'à effet indésirable. Les recommandations françaises, c'est de faire en tout cas au moins 3 ans chez les patients. Donc ça, c'est les recommandations françaises. Après, les recommandations américaines notamment préconisent plutôt de garder lénaludomide jusqu'à progression ou jusqu'à effet indésirable.
Donc, en pratique, on essaye de le faire au moins 3 ans. Après, ça dépend aussi surtout de la tolérance du patient, parce que rapidement, en fait, la toxicité digestive ou hématologique, elle est assez limitante. Donc, on essaye de le garder le plus longtemps possible. Mais en réalité, on est souvent obligé d'arrêter le traitement d'un moment du fait de cette toxicité. Est-ce que vous avez des questions sur la partie sujet jeune? Moi, j'avais une question. Oui. Sur concrètement, comment on fait un cycle de VRD en fait. J'ai toujours, parfois je le vois en stage, mais j'ai du mal à intégrer. Sur la question, c'est comment on l'administre. Comment on administre le VRD. Donc le VRD, quand on est dans le cadre des sujets jeunes, l'objectif c'est d'aller à l'autogreffe, c'est des cycles de 21 jours. Le VELCAD, il est sous-cutané, il est à 1,3 mg par mètre carré, et il se fait à J1, J4, J8 et J11. 2 fois par semaine les 2 premières semaines, et puis une semaine de pause la dernière. Le lait d'alidomide, il se donne à 25 mg par jour. Ça s'adapte à la fonction rénale, donc ça peut être éventuellement, ça c'est 25 mg, c'est la dose pleine, donc ça c'est Péros, et ça se donne de J1 à J14. Il y a une semaine de pause, mais c'est souvent comme ça, on fait souvent il y a souvent une semaine de pause à la fin de chaque cycle de l'énaïdomide pour permettre un peu de limiter la toxicité et permettre la récupération hématologique. Il a dexaméthasone, elle se fait, on ne fait pas forcément trop la même chose. En général, on fait 40 mg avec chaque VELCAD. 40 mg à J1, J4, à J8 et à J11. Et en général, entre 4 et 6 cycles de traitement par VRD. Et quand on rajoute le daratumumab, il se fait en injection subcutanée. Il se fait de manière hebdomadaire pendant les en fait pendant les 2 premiers pendant 8 semaines d'affilée, ensuite tous les 15 jours. Il y a juste un message sur le chat. On attend combien de temps entre l'autogreffe et la première cure de consolidation? En général, on commence la consolidation avant J90, donc c'est-à-dire que c'est en pratique entre 2 et 3 mois après l'autogreffe. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au sujet âgé. En tout cas, non éligible à l'autogreffe. Donc, par définition, c'est la définition. Donc, ils peuvent être. La problématique, c'est une population qui est assez hétérogène parce que âgé, on n'est pas forcément si âgé que ça quand on a 70 ans. Ce n'est pas la même chose d'avoir 70 ans ou 90. Donc, c'est des patients qui peuvent être polypathologiques, en tout cas avoir des comorbidités qui vont aussi guider la décision thérapeutique. Puis, on peut aussi avoir une altération de la fonction rénale, ce qui peut également augmenter en tout cas la toxicité des traitements et limiter les options thérapeutiques. Il y a des scores de fragilité qui permettent justement un petit peu de stratifier, d'évaluer ces patients-là, que je vais vous montrer juste après. On a souvent la majorité des patients, ça dépend de l'âge du diagnostic, souvent ces patients vont recevoir peut-être une ligne ou 2 de traitement, rarement plus. C'est important de bien choisir la première ligne de traitement et d'avoir un traitement optimal d'emblée pour permettre ensuite aux patients d'avoir la plus longue durée de survie sans progression possible. Justement, les scores de fragilité, donc il y a un score de fragilité qui par l'intergroupe, par les Américains, et le score de l'IFM, donc francophone, qui est peut-être un petit peu plus simple d'utilisation. Notamment le score américain utilise les échelles j'ai oublié le nom d'échappe, mais les échelles instrumentales, les échelles de vie quotidienne en fait, qu'on n'a pas forcément en tête, ou qu'on n'a pas forcément facile à appliquer
en consultation, c'est d'autonomie dans la vie quotidienne. Et donc, le score de l'IFM, il passe sur 3 paramètres. Donc, il y a l'âge, moins de 75 ans, 75-80 ou plus de 80. Le score de comorbidité de Charlson, c'est un score qui regarde les différentes comorbidités cardiaques, rénales, pulmonaires, autres cancers, et qui donne un certain nombre de points en fonction de la quantité de comorbidité que le patient présente. Et puis les performances status, donc l'état général du patient. Un patient qui a 0 ou 1, il est non fragile. Un patient qui a plus de 2 points, il est considéré comme fragile. Donc ça peut être une petite aide un peu quand on a des patients un peu limites et qu'on a du mal à décider quel traitement on va leur faire. Et c'est vrai que cette fragilité, elle a un impact sur la réponse au traitement, parce qu'elle a un impact sur les âges de traitement qui sont plus fréquents chez les patients fragiles qui ne vont pas forcément supporter tout ce qu'on a à faire. Et puis du coup, ce biais-là sur la survie sans progression et la survie globale assez logique. Donc pareil, je vous fais un peu un historique pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait actuellement. Il y a eu un essai qui s'appelait l'essai VISTA, qui comparait l'association melphalan-prénisone, qui était le traitement de référence avant qu'on ait d'autres médicaments plus efficaces, à l'association Velcade melphalan-prénisone. Quand Velcade est arrivé, on essaie de l'associer aux molécules qu'on avait déjà. Et donc, sans trop de surprise, le fait d'ajouter du Velcade, melphalan à la prénisone, c'est mieux. C'est mieux en termes de taux de réponse global. Il y a plus de réponses. Les réponses sont plus profondes et sont meilleures. Elles sont aussi plus rapides parce qu'on a une efficacité de ce traitement au bout d'1 mois et demi. En prénisone était actif en 4 mois, ce qui est parfois un petit peu long. Et en termes de survie sans progression et en termes de survie globale également, c'était mieux. Donc, du coup, le Velcade melphalan-prénisone, c'est un schéma qu'on faisait chez les sujets âgés. Et puis après est arrivé le Revlimid. Et donc, il y a un essai qui s'appelait l'essai FIRST, qui a comparé l'association Revlimid dexaméthasone en continu à la combinaison melphalan-prénisone et thalidomide pour une durée d'1 an environ, au Revlimid dexaméthasone donné pendant 18 mois. Parce que le fait de donner des traitements continus, c'était aussi pas forcément trop ce qu'on faisait auparavant. Et donc cet essai FIRST, il a montré que le fait de donner du Revlimid dexaméthasone au sujet âgé en continu, ça fait beaucoup mieux en termes de survie sans progression. Donc ça double, ça permet de plus que doubler la survie sans progression, qui était de 14% et passé de 32% au bout de 4 ans. Et donc le fait de faire du Revlimid dexaméthasone que 18 mois, c'était pas mieux que de faire du melphalan thalidomide. En termes de survie globale, en revanche, c'était un peu moins franc la différence. Il y avait aussi un gain de survie. Et ce qui était assez étonnant, c'était qu'en fait, il y avait ce gain il n'y avait pas de différence en revanche entre l'association Revlimid dexaméthasone 18 mois par rapport au traitement continu. Donc, du coup, ces 2 schémas, le schéma Velcade melphalan-prénisone et le schéma Revlimid dexaméthasone continu, c'était les 2 traitements qu'on faisait avant que les anti-CD38 arrivent chez les sujets âgés. C'était les 2 standards de traitement. Et puis en 2019 sont arrivés les anti-CD38. Et comme avec les gens jeunes, on a essayé de les combiner et de voir si ça faisait mieux. Et donc là aussi, ça fait mieux. L'essai Alcyon, c'était l'essai qui comparait Dara-VMP au VMP seul. Et donc, les patients qui avaient du daratumumab avaient une meilleure survie sans progression et des meilleurs taux de réponse par rapport aux patients qui avaient du VMP seul. Il y avait aussi une tendance à une meilleure survie globale, sans qu'il y ait d'excès de toxicité, ce qui est assez intéressant chez ces patients âgés. Et à droite, on avait en parallèle l'essai Maya, qui prenait du coup l'autre standard Revlimid dexaméthasone et comparait à l'ajout ou non de daratumumab. Et là, c'était encore mieux. Avec le Dara Revlimid dexaméthasone, la survie médiane sans progression. Et elle n'est toujours pas atteinte parce que c'est des essais assez récents, mais elle est estimée à plus de 5 ans, alors que
c'était de 34 mois avec le revlimid dexaméthasone seul, et la survie globale, elle est estimée à 8 ans. Donc, c'est vrai que chez des gens âgés, c'est des très bons résultats. C'est un schéma qui est faisable et qui est surtout très efficace. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, en réalité, les données, les résultats du DARA revlimid dexaméthasone sont meilleurs que les résultats du DARA VMP. Donc, c'est essentiellement ce schéma qu'on fait maintenant chez les sujets âgés. Un autre élément que je voulais vous donner, c'était les données de maladies résiduelles. La maladie résiduelle, c'est un paramètre qu'on regarde de plus en plus dans les essais cliniques. C'est vrai que le fait d'avoir une maladie résiduelle négative, en fait, quel que soit le traitement qu'on utilise pour y arriver, ça change radicalement le pronostic des patients. Et le fait d'avoir une maladie résiduelle négative soutenue, donc plus de 6 voire plus de 12 mois, c'est un facteur pronostic très fort et qui en fait écrase finalement le traitement et la manière qu'on a de l'obtenir. Dans ces deux essais cliniques, même si globalement les résultats du DARA revlimid dexaméthasone étaient meilleurs, en réalité, dans l'essai avec le DARA, dans l'essai qui comparait DARA VMP ou VMP, en fait, les patients qui ont une maladie résiduelle négative, ils ont aussi des très bons résultats sous réserve qu'ils y arrivent. C'est juste qu'il y a moins de patients qui arrivent à obtenir cette maladie résiduelle avec le DARA VMP. Donc, pour résumer, le DARA revlimid dexaméthasone, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de première année chez des sujets âgés. Représente, c'est pas faire de comparaison directe, mais ça représente les taux de survie sans progression avec les différents schémas qui existent. Et le DARA revlimid dexaméthasone, ça fait globalement mieux que tous les autres. Je vais passer rapidement sur. Je vais juste vous dire un mot. Il y a une question et il y a des protocoles qui se posent cette question actuellement. C'est les sujets qui sont âgés, mais qui sont théoriquement considérés comme des sujets âgés, donc de plus de 65, plus de 70 ans, mais qui sont fit. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a 70 ans et qui n'a pas trop de comorbidité, qui est en bon état général, c'est vrai on sait que l'autogreffe risque d'être trop toxique, mais on aurait quand même envie de lui faire passer des traitements un petit peu plus intensifs. Et donc, on propose parfois justement d'ajouter du Velcade à ces schémas de traitement pour essayer d'améliorer les taux de réponse. Je vais vous parler. Je passe juste rapidement sur celui-là. Donc, il y a plusieurs essais qui sont fermés actuellement, mais qui sont posés à cette question chez les sujets âgés fit, de faire plutôt des cas de replète. Donc, il y avait des essais qui comparaient VRD avec ou sans daratumumab, et puis surtout une question un peu plus intéressante, un essai qui s'appelait l'essai Benefit, qui compare, donc, vous avez utilisé ici l'isatupimab, qui est un autre anti-CD38, le revlimid et la dexaméthasone, donc qui est le schéma standard du sujet âgé, et de comparer ça avec ou sans bortezomib. La question, c'est est-ce que c'est faisable déjà? Est-ce que c'est pas trop toxique chez des gens qui sont un peu âgés? Est-ce qu'on ne gagnerait pas en taux de réponse? On n'a pas encore la réponse pour cette population un petit peu particulière. Ça arrive corps protocole, on rajoute un peu du Velcade chez ces patients. À l'inverse, un peu de l'autre côté du spectre, on a des sujets très fragiles, très âgés. Et le problème des traitements qu'on a, c'est surtout la dexaméthasone qui est en général pas bien supportée chez ces patients-là. Et donc, il y a beaucoup d'essais qui se posent la question justement d'enlever la dexaméthasone chez ces patients-là. Et donc, il y a un essai aussi conduit par l'IFM qui est fermé actuellement, mais dont on n'a pas encore les résultats, qui comparait le daratumumab et le revlimid, dexaméthasone, revlimid sans dexaméthasone chez les sujets âgés. On n'a pas encore les résultats, mais l'idée, c'est d'essayer d'être le moins toxique possible chez les sujets potentiellement fragiles. Est-ce qu'il y a des questions sur les sujets âgés?
pas sur le chat non plus. Donc, on va parler des traitements de rechute. Donc là, c'est un petit peu plus difficile de donner des recommandations précises parce qu'en réalité, les traitements évoluent vite. Que quand un patient rechute, personne n'a reçu les mêmes schémas de première ligne avant. Et donc, c'est difficile de faire des recommandations très précises. Qu'est-ce que c'est le traitement de première rechute du myélome? Les choses sont un peu plus générales. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, la rechute est systématique. Malgré toutes les avancées qu'on a pu faire, ce n'est pas une maladie qu'on guérit. Donc, la rechute, elle arrive quasiment systématiquement chez tous les patients. Donc, à la rechute, en pratique, il faut refaire un bilan d'évaluation globale de la maladie. Donc, il faut faire le bilan biologique, l'imagerie osseuse. Il faut réévaluer aussi le score ISS-R qui se réévalue en fait, à chaque rechute. On ne garde pas celui du diagnostic. C'est bien, c'est pas systématique, mais c'est bien sûr de refaire le myélogramme et de refaire la cytogénétique. Ça n'a pas forcément d'impact sur les choix thérapeutiques, mais ça peut être intéressant de voir s'il y a une évolution, si les patients ont gagné une cytogénétique de haut risque qu'ils n'avaient pas avant. Ça peut être intéressant aussi pour le suivi et pour avoir une idée du pronostic des patients. Les indications de traitement sont formelles quand le myélome est symptomatique. Après, sinon, la difficulté, c'est que la rechute va arriver forcément au cours du suivi des patients. Et la difficulté, c'est de savoir à quel moment on décide qu'on traite les patients. Parce qu'il y a des patients chez qui on va voir réapparaître un pic monoclonal après traitement. Et puis en réalité, il y a des patients qui vont avoir un pic qui augmente doucement, mais en réalité pendant plusieurs années, qui vont rester comme ça, avec juste un pic monoclonal mais sans symptômes. Et donc il ne faut pas traiter trop vite, parce qu'on risque de rajouter de la toxicité, et pas forcément, alors que le patient n'a pas forcément besoin en réalité d'un traitement tout de suite. Donc c'est plutôt des ordres d'idées, ce n'est pas forcément des recommandations très précises, mais par exemple, un doublement du pic en 3 mois, ça peut être un critère de traitement, donc ce n'est pas aussi un critère de traitement aussi formel que par exemple dans une lymphoïde chronique. Je dis ça plutôt pour revenir dans l'idée, mais ce qui est important, c'est d'apprécier la cinétique sur la quantité du pic monoclonal, parce que c'est le reflet de ce qui se passe dans la moelle osseuse, et surtout d'évaluer la cinétique. Et donc, un patient qui a un pic qui monte rapidement, effectivement, alors on va avoir envie de le traiter avant qu'il y ait une maladie symptomatique. Au contraire, un patient qui évolue très progressivement, on peut avoir le temps de surveiller et de prendre son temps pour évaluer la rapidité de la rechute. Donc ensuite, comment traiter? Donc, en fait, globalement, il y a plein de molécules disponibles, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver parfois. Donc, vous avez classé un peu les molécules en termes de... Il faut essayer de les ordonner un peu, savoir dans quel ordre on les utilise. Donc, vous avez les molécules classiques du myélome, on va dire, vous avez 3 grandes classes qui sont les inhibiteurs du protéasome, les imides et les anticorps monoclonaux anti-CD38. Dans les inhibiteurs du protéasome, vous avez le Velcade, vous avez le carfilzomib, qui est un inhibiteur du protéasome de 2e génération, et vous avez l'ixazomib, qui est un inhibiteur du protéasome oral, qui est un petit peu moins, on ne dit pas beaucoup, parce qu'en réalité, qui est un petit peu moins efficace que les autres. Dans les imides, donc, le thalidomide, comme je vous l'ai dit, on l'utilise assez peu. Vous avez le lénaludomide, et puis ensuite, vous avez le pomalidomide, qui est un imide qui a été développé par la suite, qui permet de rattraper, qui peut être efficace même chez les patients qui sont réfractaires au lénaludomide, donc on l'utilise en général après le lénaludomide. Dans les anticorps monoclonaux anti-CD38, vous en avez 2, vous avez le daratumumab et l'isatuximab. Les effets sont équivalents, donc on n'a pas vraiment l'un ne rattrape pas particulièrement l'autre, en tout cas, ce n'est pas l'impression qu'on a. Les patients qui ont été exposés à ces différentes molécules, on dit on parle qui ont reçu ceux qui sont en gras, le Velcade, le carfilzomib, ces 2 imides-là et un anticorps monoclonal. On dit qu'ils sont triple penta exposés, et quand ils sont réfractaires, qu'ils sont triple penta réfractaires. Et ça, c'est des patients qui vont avoir un très mauvais pronostic, parce que vous allez voir qu'on n'a pas énormément de choses à leur proposer. Donc ça, c'est les molécules qu'on utilise plutôt en première intention. Après, des patients qui vont avoir des maladies avec une présentation assez agressive, assez tumorale, bien sûr, les patients qui ont des
leucémie à plasmocytes, on va avoir envie de leur faire des traitements un petit peu plus costauds. Et en particulier, on fait souvent de la chimiothérapie à ces patients-là. Et on peut utiliser des anthracyclines, des alkylants, et souvent, même en les combinant. Parce que souvent, les traitements un peu plus classiques du myélome vont pas être assez rapidement efficaces. Ensuite, on a des immunothérapies et des traitements qui sont développés contre le BCMA, qui est une molécule exprimée à la surface des plasmocytes. Donc ça, c'est des CAR-T-cells et c'est des anticorps bispécifiques qui vont plutôt être indiqués chez les patients qui sont justement très exposés aux traitements classiques, voire réfractaires. Elranatamab. Oui, l'elranatamab, par exemple, c'est un anticorps bispécifique. Après, vous avez d'autres molécules. Vous avez le venetoclax, qui est un inhibiteur de BCL2, qu'on connaissez peut-être, qu'on utilise dans plein d'hémopathies, on utilise dans le leucémie aiguë, dans le leucémie lymphoïde chronique, donc c'est génial, ça marche surtout. Ça marche un petit peu dans le myélome, et ça marche en particulier dans les myélomes qui ont des translocations 11-14, qui sont un petit peu plus sensibles au venetoclax. On le combine en général avec, c'est rare qu'on le donne monothérapie, souvent on le combine avec un autre inhibiteur, avec un inhibiteur du protéasome. Un autre médicament qui existe, c'est le sélinexor. Ça, c'est un anticorps monoclonal anti-SLO1, qui est une molécule qui exprime pas donc qui se trouve dans les plasmocytes. C'est des médicaments, voilà, c'est un peu quand on a utilisé les autres options thérapeutiques un peu plus classiques. Le sélinexor, ça marche un petit peu, ça marche pas très longtemps et c'est surtout très toxique, ça a une toxicité digestive assez importante, ça donne des anorexies et des nausées et des vomissements assez costauds chez les patients, donc c'est pas toujours très bien supporté. Et après, la classe un petit peu plus récente, c'est ce qu'on appelle les cell modes. Donc ça, on ne les a pas encore, que dans les essais cliniques. C'est en gros des imides un peu modifiés et améliorés qui ont l'air de rattraper notamment les patients qui sont réfractaires aux imides classiques et qui sont l'air assez intéressants et qui ne sont pas disponibles pour l'instant en pratique de tous les jours. Donc, ça, c'est pour les molécules qui sont disponibles. Vraiment, comment on décide du traitement de rechute. L'idée, c'est qu'on va essayer, on a quand même pas mal de molécules disponibles, donc on va essayer au maximum d'utiliser des agents que les patients n'ont pas reçus, parce que quand les patients reçoivent des traitements, plus ils reçoivent du traitement, plus il y a un risque de résistance acquise, également de toxicité résiduelle, en particulier les neuropathies périphériques, ça peut être limitant parfois pour utiliser certaines molécules ou réutiliser par exemple des inhibiteurs du protéasome ou certains imides. Donc on essaye au maximum de changer les molécules et d'utiliser des molécules que les patients n'ont pas reçues. Les patients qui ont reçu par exemple beaucoup des traitements à base de Velcade ou à base d'inhibiteurs du protéasome, on peut par exemple leur proposer leur donner du lénalidomide s'ils ne l'ont pas déjà reçu, ce qui en fait aujourd'hui est assez peu fréquent. Et donc, chez les patients qui n'ont jamais eu ce genre de traitement, la combinaison daratumab, Revlimid, dexamethasone, c'est ce qui est de mieux chez les patients qui ne sont pas réfractaires ou déjà exposés à ces molécules. Les patients qui sont réfractaires au lénalidomide, et comme en fait c'est une molécule qu'on utilise en première ligne, en fait, quasiment tout le temps maintenant, ça arrive de plus en plus. Ce qu'on peut leur proposer comme traitement de rattrapage, c'est une combinaison daratumab et le carfilzomib, parce que souvent, c'est des patients qui vont avoir reçu du bortezomib en première ligne. Donc ça a des bons résultats. Et c'est difficile de comparer des traitements de rechute parce que les populations ne sont jamais homogènes. C'est ce qui a l'air de donner la meilleure survie sans progression. Une autre possibilité aussi, c'est d'utiliser le pomalidomide, parce que le pomalidomide n'a pas exactement la même action que le lénalidomide, donc permettre de rattraper les patients. Et il y a la combinaison pomalidomide Velcade dexamethasone qui est approuvée et qui peut être possible en deuxième, si on ne peut pas donner daratumab. Et comme je vous disais avant, a priori, changer d'anti-CD38, ça n'a pas tellement d'intérêt, on ne rattrape pas les patients en changeant de cette molécule. Si on n'a pas d'autre option, bien sûr, on peut réutiliser des agents auxquels les patients ont déjà bien répondu. Des patients qui restent jeunes à la rechute, on peut parfois leur proposer une deuxième autogreffe. Il faut quand même que la réponse ait été satisfaisante à la première. Donc, en général, on ne propose pas d'autogreffe si les patients ont rechuté dans les 3 ans après l'autogreffe. Ce n'est pas suffisant comme réponse pour en proposer une deuxième.
Et ensuite, bon, voilà, si les traitements un peu classiques ont été épuisés, ben, on a ces différentes options dont je vous ai parlé avant, le vénétoclax, les carticelles et les antibiotiques spécifiques, on va détailler un petit peu plus, et puis ensuite les essais thérapeutiques pour permettre d'avoir accès à d'autres molécules plus récentes. Donc justement, les carticelles, ça, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas vu beaucoup dans vos services encore. Le principe du carticelle, c'est d'utiliser, en fait, CAR, ça veut dire chimeric antigen receptor. Donc, on va créer, en fait, on va prélever les lymphocytes T du patient par le caférèse et en fait, on va les modifier pour leur faire exprimer à leur surface une molécule qui en fait s'inspire à la fois du BCR et du TCR et qui va en fait être une molécule de reconnaissance d'un antigène tumoral. Il y a un domaine extracellulaire qui va reconnaître un antigène tumoral. Donc, en l'occurrence, dans le myélome, c'est le BCMA. Mais il y a des carticelles dans d'autres pathologies où, du coup, c'est d'autres molécules qui sont reconnues. Il y a ensuite un domaine transmembranaire qui est là. Et puis, des domaines de signalisation qui vont ensuite conduire à l'activation du lymphocyte T. Et le but, c'est que le lymphocyte T reconnaisse un antigène tumoral et que, du coup, il y ait une cytotoxicité médiée par ce lymphocyte T contre la tumeur. Donc, ça nécessite différentes étapes. Donc, on prélève d'abord les lymphocytes du patient au moyen d'une leukaphéreuse. Ensuite, en laboratoire, les cellules T sont multipliées, prolifèrent, et on incorpore cette molécule chimérique construite dans le lymphocyte qui va l'exprimer à sa surface. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, le produit est préparé, on pratique ça se plante sous forme d'une poche, un peu comme pour une autogreffe, et va être réinjecté au patient après un conditionnement lymphodébilitant. Le but, c'est d'induire une lymphopénité chez le patient, ce qui va permettre que quand on réinjecte ces lymphocytes modifiés, ils vont avoir toute leur place pour s'expandre et pour se multiplier, et du coup avoir leur action antitumorale. Donc ça, c'est un peu les grandes étapes. Pourquoi c'est intéressant dans le myélome, parce que ça marche assez bien. Ça, c'est les résultats d'une étude, en fait, de phase 2 qui avait traité la première étude qui traitait les patients avec des myélomes avec des carticelles. Il y avait presque 130 patients inclus dans cette étude, des carticelles données à différentes doses. La dose qui est reconnue, qu'on fait actuellement, qui est la meilleure dose, c'est celle qui était la plus forte de 450 cellules, 450 millions de cellules. Et donc, on va plutôt regarder, du coup, c'est cette colonne-là. Donc, vous voyez, hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des patients qui étaient très lourdement traités, qui avaient reçu en moyenne 5 à 6 minutes de traitement, et du coup, qui étaient réfractaires à la plupart des traitements disponibles. Donc, ça, c'est des patients qui ont une durée de vie qui est assez courte, en principe. Donc déjà, on avait des taux de réponse qui étaient très bons. Il y avait 80% de réponse globale, 40% presque de réponse complète. Donc c'est chez des patients qui étaient réfractaires à beaucoup de molécules, c'est quand même assez inespéré. Et il y avait même des patients qui avaient réussi à obtenir une maladie résiduelle négative, donc vraiment une profondeur de réponse très, très importante. La durée de survie sans progression, elle était à presque 9 mois. Voilà, ce qui ne semble pas beaucoup, mais ce qui est quand même en fait assez important, surtout pour un traitement qui se donne en une fois, pour des patients aussi avancés dans la maladie. La toxicité de ce traitement, c'est d'une part les cytopénies, qui sont assez fréquentes. C'est le syndrome qui peuvent durer d'ailleurs pour les 3 premiers mois souvent, et surtout dans les premières semaines en fait, de l'injection des carticelles, les syndromes de relargage cytokinique qui se manifestent par la fièvre, et la toxicité neurologique spécifique qu'on appelle aussi ICANS, qui peut être une présentation assez variable chez les patients, confusion, tabonocéphalopathie, convulsions, et qui se traitent avec des corticoïdes ou avec des anti-inflammatoires. Donc, ces résultats ont permis d'obtenir l'obtention d'une AMM. Donc, là, c'est des traitements qu'on a en AMM aujourd'hui en France. La seule difficulté,
difficulté, c'est que c'est des traitements qui sont pas... c'est des traitements qui sont indiqués chez les patients qui ont un myélome enregistré-réfractaire et qui ont eu au moins qui ont reçu au moins les 3 classes de traitement, les 3 médicaments classiques du myélome auparavant. On ne peut pas les faire tout de suite. La difficulté, c'est que d'une part, le délai de fabrication il est très long. C'est 6 à 8 semaines. Donc, ça veut dire que pendant 2 mois, il faut quand même trouver quelque chose qui tienne le patient, qui garde le myélome sous contrôle, ce qui n'est pas forcément possible tout le temps. Et l'autre limite, c'est que ce n'est pas possible. Ce n'est pas disponible dans tous les centres. Et en pratique, en France, il y a 11 centres qui peuvent faire ça, mais qui n'est pas énorme et ce qui limite le nombre de traitements qu'on peut traiter. Ça, c'est vrai pour le myélome, parce qu'après, pour les indications de lymphome, on a une prescription qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et dans le myélome, ça reste encore assez compliqué. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou pas du tout pour les quartiers myélome? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Je répète la question au cas où, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Mais non, il n'y en a pas. C'est une prescription en fait, d'accès précoce. Okay. Donc après, c'est le prescripteur qui juge de la pertinence du médicament. Donc voilà, c'est pas un critère. Je ne sais plus l'âge. J'ai plus en tête l'âge limite. Dans les essais précédents, j'ai plus en tête l'âge maximum des patients qui avaient reçu. On a fait jusqu'à 75. Il y a une question sur le chat, c'est quel traitement on utilise en bridge pendant le délai de production des CAR-T? Ça, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question qui se pose en tout cas à chaque fois. Et ça dépend. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de recommandation particulière. Ça dépend de l'histoire du patient et de ce qu'il a reçu auparavant. Donc ça dépend du patient et de sa présentation. J'ai une question aussi. Oui. Comment les CAR-T-cells elles font pour se répliquer une fois qu'elles sont... Parce qu'en fait, c'est déjà des lymphocytes différenciés, donc après, elles disparaissent. Oui, alors ça, en fait, quand tu les injectes aux patients, il y a une expansion des CAR-T-cells qui se multiplient pendant les premières semaines après l'injection. Et en fait, effectivement, après, c'est des cellules vivantes donc, qui vont mourir en fait, d'un certain temps. Donc, on peut les voir qui persistent jusqu'à... Alors, le délai de persistance est variable en fonction des patients. Il y a des patients chez qui les CAR-T peuvent persister jusqu'à 6 mois. Mais il y en a qui les perdent en fait beaucoup plus tôt. Donc ça peut être, parfois ça peut être justement la cause de la rechute des patients, parce que du coup les cellules vont mourir et ne vont plus avoir cette efficacité. Après, il y a des patients chez qui les CAR-T-cells ne circulent plus, en tout cas sont plus détectables et qui arrivent quand même à maintenir la réponse. Donc ça, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a vraiment un effet quand même assez durable, assez profond et assez durable. Et en fait, même quand les cellules disparaissent, on regarde, il y a quand même des patients qui restent en rémission malgré ça. S'il n'y a pas d'autres questions sur les CAR-T-cells, je vais continuer. Et je voulais vous parler aussi des anticorps bispécifiques. C'est peut-être aussi quelque chose que vous voyez en stage. En tout cas, c'est des médicaments auxquels on a accès depuis quelques mois seulement et qui sont prescrits de plus en plus aux patients qui ont en rechute actuellement. Donc, le principe des anticorps bispécifiques, en fait, c'est un petit peu comme les CAR-T-cells. C'est d'activer les lymphocytes, l'activité antitumorale des lymphocytes T. Donc là, c'est un exemple d'un anticorps bispécifique qu'on appelle le teclistamab, qui a la forme qui est construite comme une immunoglobuline et qui a un côté qui va reconnaître, l'occurrence dans le myélome, c'est le BCMA, mais d'autres anticorps spécifiques dans d'autres pathologies, et un bras qui va reconnaître le CD3 qui est sur le lymphocyte T. Et donc, le fait, en fait que cet anticorps se fixe à la fois sur le lymphocyte T et sur le myélome, ça va activer le lymphocyte T, qui va du coup être cytotoxique, qui va du coup détruire la cellule du myélome et qui va ensuite créer aussi un environnement pro-inflammatoire qui va permettre de recruter d'autres cellules et d'augmenter l'activité antitumorale. Donc là, les 2 anticorps bispécifiques qu'on a actuellement en France en accès précoce, c'est surtout le teclistamab. En fait, en pratique, il est moins avancé. Donc, ils sont dirigés contre le BCMA. Puis après, il y en a d'autres en développement, d'autres cibles, notamment. Il y a une cible qui s'appelle le GPRC5D, qui est aussi exprimée par les cellules myélomateuses,
médicament qui s'appelle le talquetamab, qui est disponible dans le cadre d'essais cliniques, actuellement pas encore en essais précoces. Les effets secondaires de ces traitements, c'est là aussi les cytopénies, puis les infections. Ça donne aussi des syndromes de relargage cytokinique, un peu moins fréquemment qu'avec les CAR-T-cells. Mais en revanche, il y a assez peu de toxicité neurologique. Donc, il n'y a pas cette toxicité qu'on voit avec les CAR-T, on ne la voit pas, ou vraiment extrêmement rarement avec les bispécifiques. Ça, c'est du coup les résultats de l'étude qui s'appelle Majestec, qui est l'essai de phase 1-2, qui justement a permis d'avoir accès à ce médicament, le teclistamab. Donc, il y avait 165 patients inclus dans cet essai, en moyenne 5 lignes de traitement reçues, donc ça allait jusqu'à 14. Il y avait 78 patients, des patients qui étaient triple réfractaires, donc réfractaires à la fois au Velcade, au Revlimid et à un anti-CD38, et 30% qui étaient pentaréfractaires, donc qui étaient également réfractaires au carfilzomib et au pomalidomide. Donc chez ces patients, à nouveau, on a des taux de réponse qui sont très bons. On a 63% de réponse globale. On a presque 60% des patients qui sont au moins en VGPR, une très bonne réponse partielle. Et même si les résultats sont un petit peu moins bons, ce qui est intéressant, c'est que même les patients qui ont reçu des CAR-T ou d'autres médicaments anti-BCMA, ils ont quand même des résultats qui sont moins bons que les autres, mais qui sont quand même assez satisfaisants. La durée de survie sans progression avec ces médicaments, c'est de 11 mois, donc presque un an, ce qui est à nouveau pas mal chez des patients qui ont été aussi lourdement traités. Et donc les effets indésirables, il y a beaucoup de toxicité hématologique, il y a beaucoup d'infections. Nous avons des patients qui peuvent présenter des infections virales, parfois des infections fongiques, qui ont des infections un petit peu atypiques, pas tout à fait ce qu'on observait jusqu'ici chez les patients myélomes, et qui font des symptômes. Les patients font souvent des syndromes de relargage cytokinique après les premières injections, qui sont assez précoces, puisqu'ils arrivent en général entre J1 et J2, assez courts, et par contre, dans l'ensemble, assez peu sévères, et qui répondent facilement au traitement. On utilise soit en général les corticoïdes, soit le tocilizumab, un anti-IL-6, pour traiter des CRS avec une bonne efficacité. Vous voyez, donc là, dans cette série, il y avait un patient seulement qui avait une toxicité neurologique. Pardon, 2 patients, 3%. Mais c'était quand même pas du tout autant qu'avec les CAR-T-cells. Voilà sur cette partie traitement de rechute. La dernière partie, c'est pour faire un truc un petit peu plus pratique. Donc quand vous avez qui peut être peut-être plus vous aider à être un peu plus pratique au jour le jour en stage, quand vous avez un myélome, si vous avez déjà eu le cours sur les urgences, mais quand vous avez un myélome qui arrive avec soit une hypercalcémie menaçante, soit une lésion osseuse menaçante, le traitement qu'on met en urgence, on appelle ça un bloc de dexaméthasone. Donc en fait, on donne de la dexaméthasone aux patients à 40 mg par jour pendant 4 jours de suite en IV. Donc ça, c'est un effet antitumoral en fait, très rapide qui permet de contrôler un petit peu les situations aiguës. Quand les patients ont une hypercalcémie, en plus de la dexaméthasone et de l'hyperhydratation, on peut également leur donner des biphosphonates, soit l'acide zolédronique, soit l'acide amidronate, si il y a une insuffisance rénale. Et ça, même si vous n'avez pas de bilan dentaire, ou si vous n'avez pas eu la consultation stomato encore, vous avez le droit de faire une injection de biphosphonate en urgence. Ce n'est absolument pas une contre-état dentaire et de patient, il n'est absolument pas contre-indiqué. Quand les patients, l'autre urgence qu'il peut y avoir au diagnostic, c'est la compression médulaire. Donc, en plus des mesures médicales, donc la dexaméthasone qu'on peut mettre en place, vous allez surtout avoir besoin de vos amis neurochirurgiens qui en général opèrent les patients et font des laminectomies de décharge pour libérer la pression sur la moelle. On fait assez urgemment quand on a une telle suspicion. Si ensuite le patient a un entassement vertébral qui n'est pas menaçant, on fait souvent des cimentoplasties, ce qui permet déjà d'avoir un effet antalgique souvent assez rapide et puis de stabiliser la vertèbre, éviter que la colonne ensuite se déforme. Donc ça, c'est pas trop un traitement d'urgence, mais c'est un traitement de compression médulaire qui soulage bien le patient, en plus bien sûr du traitement antitumeur. Et quand on est dans le cadre plutôt d'une insuffisance rénale, surtout les myélomes à chaîne légère, mais bon, après, bien sûr, qui peuvent concerner tous les patients. On
fait en général, on essaie d'alcaliniser les urines. Le fait d'alcaliniser les urines, ça permet d'éviter aux chaînes légères de précipiter, en tout cas qu'elles soient en environnement moins favorable à leur précipitation. Et donc, on hydrate les patients avec du bicarbonate, ou alors on peut leur donner des gélules de bicarbonate également en prise orale. L'objectif étant d'avoir un pH urinaire à plus de 7,5, un pH alcalin. Bien sûr, on ne donne pas d'anti-inflammatoire et on n'injecte pas de produits de contraste dans cette situation aiguë qui est l'insuffisance rénale liée à la précipitation des chaînes légères. Et donc, parfois, les patients doivent avoir besoin de dialyse au diagnostic. Alors, il y a eu des essais avec de membranes de dialyse qui essaient d'enlever les chaînes légères au maximum, enfin d'épurer d'utiliser des membranes. Le but était vraiment d'épurer les chaînes légères. En réalité, les résultats sont un peu décevants. Ce n'est pas vraiment ça qui va permettre que les patients sont sauvés des dialyses. C'est plutôt de mettre en place rapidement l'anti-inflammatoire. Je vois juste qu'il y a une question dans le chat. Comment il faut surveiller la survenue d'un CRS après la perfusion de teclistamab. Donc ça, c'était plus par rapport au diapo d'avant. Les recommandations, les syndromes de ravage clinique avec le teclistamab, ils surviennent assez précocement, donc plutôt lors des premières injections. Je vais me remettre sur la diapo pour qu'on parle de la même chose. Ils surviennent assez précocement. En général, après en fait, on administre ces traitements-là justement pour limiter ce genre de réaction avec une escalade de doses. Les 3 premières doses en fait, sont d'augmentation progressive pour limiter justement la survenue des syndromes de ravage cytokinique. Et du coup, on surveille les patients en moyenne après les 3 premières, en fait, jusqu'à ce qu'ils aient la dose pleine, on les garde à l'hôpital, on les surveille 24 à 48 heures après la première dose pleine. Si ça se passe bien, ils ne font pas de réaction, ils peuvent aller en hôpital de jour, où du coup, il n'y a plus de surveillance, plus de surveillance spécifique, parce que ça arrive plutôt lors de la première semaine de traitement. Donc, je retourne ensuite à la diapo à laquelle on était. Par rapport à l'hyperhydratation alcalique, si il y a un nombre de chaînes légères très élevé, est-ce qu'en préventif, ça a aussi un intérêt d'hyperhydrater avec des bicarbonates ou c'est que si survenu d'une insuffisance rénale aiguë La question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt Je répète juste, je ne sais pas si les gens peuvent avoir entendu, donc je répète juste la question, de savoir s'il y a un intérêt en préventif de faire une hydratation alcaline chez les patients qui ont un myélome à chaîne légère au diagnostic avec un taux important, mais qui n'ont pas forcément d'insuffisance rénale. C'est ça? Oui. Voilà, oui, ça peut avoir effectivement, ça peut avoir un intérêt. Ça peut avoir un intérêt de faire ça pour éviter, si vraiment tu as un taux très important de chaîne légère, en prévention, le temps que tu mettes en place ton traitement et de finir le bilan diagnostic, ça peut être bien, effectivement, pour éviter. Parce que parfois, il n'y a pas forcément de facteur déclenchant, mais effectivement, au bout d'un moment, en fait, les capacités de résorption du rein sont saturées, les chaînes légères peuvent facilement précipiter. Sous les patients plus à de la fièvre, garée, qui se déshydrate, on peut facilement avoir une complication aiguë. Donc oui, ça peut on peut le faire. Donc ça c'est on va détailler un petit peu après. On va montrer en gros à votre bilan initial au diagnostic de myélome. Les bilans que vous allez devoir faire, vous allez faire un bilan un peu standard, donc avec une numération, un hémogramme sanguin, une mesure de la fonction rénale, une mesure de la calcémie et de l'albumine en plus, et puis parfois la bêta-2-microglobine et les LDH pour le score pronostic. Pour évaluer l'immunoglobuline monoclonale et donc la masse tumorale, vous allez devoir faire une électrophorèse des protéines sériques avec une fixation pour savoir l'isotype de votre myélome, un dosage spécifique des chaînes légères stériques, parce qu'il faut les doser spécifiquement, vous n'êtes pas sur l'électrophorèse, et puis faire une protéinurie. En général, on fait sur 24 heures, surtout si les patients sont hospitalisés, avec ensuite une recherche de chaînes monoclonales dans les urines, et une électrophorèse d'abord pour voir si une protéinurie de quel type elle est, et puis si c'est bien si vous avez bien une monoclonale et pas une albuminurie dans les urines, faire une immunofixation supplémentaire.
C'est des patients qui peuvent avoir besoin d'être transfusés, donc il faut déterminer le groupe sanguin, les résus si ça n'a pas été fait auparavant. Et en pré thérapeutique, on recommande de faire une sérologie VHB, en particulier chez les patients qui vont avoir du dara tumorable et VHC. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir besoin d'un myélogramme pour affirmer votre diagnostic et de faire une cytogénétique. Donc, soit avec une fiche où vous allez rechercher sur les principales anomalies à rechercher, c'est la délétion d'ICP, la translocation 4-14 et les anomalies du 1. Et puis, éventuellement, si vous avez la possibilité d'envoyer la cytogénétique à Toulouse, où vous allez avoir un panel un petit peu plus conséquent. Et puis ensuite, sur le bilan osseux, donc au diagnostic, vous pouvez faire soit un scanner corps entier low-dose qui va vous permettre un petit peu de dépister une atteinte osseuse. Après, si le patient se plaint de douleur, en particulier se plaint de douleur vertébrale, vous pouvez faire plutôt une IRM du rachis, ça vous permettra d'évaluer le retentissement aussi sur la moelle épinière, ou un TEP scanner si vous avez aussi accès à cet élément facilement. Ensuite, les autres aspects, on va détailler un peu, c'est l'aspect prise en charge de l'atteinte osseuse, la prévention thromboembolique et puis les infections. On va détailler un tout petit peu plus. Donc, les patients qui ont un myélome, c'est des patients qui sont à risque d'infection, en particulier d'infection à germes encapsulés. Donc, au diagnostic, on recommande de vacciner les patients, en plus des vaccinations habituelles, de faire une vaccination contre l'hémophilus et antipneumococcique. Donc pour la vaccination antipneumococcique, on fait le Prevnar 13 et puis 2 mois après, le Pneumo 23. Et puis l'hémophilus, par contre, c'est une injection. Alors, tout le monde ne fait pas la même chose. Mettre de l'uracine ou alors de l'amoxicilline aux patients, ce n'est pas toujours systématique, surtout si vous les avez vaccinés. Après, ça peut se faire. Parfois, ça se fait chez des patients qui ont des hypogammaglobulinémies très profondes ou qui s'infectent facilement. Les immunoglobulines polyvalentes, ça, pareil, c'est pas systématique. L'indication des immunoglobulines polyvalentes, c'est s'il y a une hypogammaglobulinémie à moins de 4, et si le patient fait des infections à répétition qui ne répondent pas bien aux antibiotiques. C'est une indication, mais ça ne peut pas être fait chez tout le monde, parce que sinon, on aurait tous nos patients myélome sous immunoglobulines. La prophylaxie du zona, en revanche, elle est quasiment systématique. Déjà parce qu'il y a beaucoup de réactivation de zona sous Velcade. Et puis, comme les patients reçoivent beaucoup de la dexaméthasone, beaucoup de corticoïdes, ils sont à risque de réactiver soit du zona, soit de l'herpès. Et donc, on les met en général, on leur prescrit en général tous du valacyclovir en préventif. Et de la même manière, on fait très souvent une prophylaxie de la pneumocystose chez quasiment tout le monde. Le plus souvent par Bactrim ou par d'autres molécules si jamais les patients ont une contre-indication au Bactrim. On fait une sérologie VHB au diagnostic, surtout chez les patients qui vont avoir des anti-CD38, parce que ceux-là, ils sont à risque de réactiver une hépatite B ancienne. Et donc, la prophylaxie, elle est indiquée soit si les patients ont un antigène HBs qui est positif, ou s'ils ont une hépatite ancienne sans anticorps, des anticorps anti-HBC sans anti-HBs. Là, c'est des patients qui risquent de réactiver une hépatite B au cours du traitement, avec les anti-CD38. Donc, eux, ils ont une indication de prophylaxie. En général, ils ont TKG ou téléphone. L'un ou l'autre. Ensuite, une autre question qu'on se pose souvent, c'est l'évaluation du risque thromboembolique. Parce que à la fois le myélome et puis le traitement qu'on va donner aux patients sont pourvoyeurs, augmentent le risque thromboembolique par rapport à une population lambda. Et donc, il y a différents scores qui sont étudiés, on essaie d'avoir des scores pour évaluer au mieux ce risque. Il y avait un score un petit peu compliqué qui s'appelait le score IPED-VTE, qui utilisait plein de choses différentes. En réalité, ce qui ressort surtout de ce score, c'est que dès que les patients ont un IMID et dès qu'ils ont de la dexaméthasone à forte dose, ils sont au risque de thrombose. En fait, en pratique, vu les schémas qu'on utilise actuellement, ça concerne quasiment tous les patients. L'IFM là aussi avait essayé de faire un score, donc ce n'est pas publié encore, de simplifier un peu cette évaluation en 43 paramètres. Est-ce qu'il y a un antécédent de thrombose? Est-ce que le patient a une fracture, quel que soit le site? Est-ce qu'il y a un pic important, un taux de gamma-globine total à plus de 27 grammes? Et en fonction de l'existence ou non de ces différents facteurs, les patients sont stratifiés ou un risque plus ou moins embolique, plus ou moins important.
Bon, en pratique, c'est plutôt, enfin ça c'est pas validé, donc c'est plutôt celui-là qu'on utilise. Donc en pratique, dès que les patients ont des imides et dès qu'ils ont de la cortisone à forte dose, ils vont avoir besoin d'une prophylaxie. Et donc, on utilise donc soit les héparines, ce qui impose quand même des injections sous-cutanées quotidiennes aux patients, ce qui n'est pas très confortable. Et de plus en plus, même s'il n'y a pas tout à fait d'AMM dans cette indication, on utilise les AOD, donc soit les Viti, soit les Xarelto, à des doses préventives en prophylaxie chez ces patients-là. Parfois, on utilise par habitude, avant que les AOD n'existent, on n'avait pas d'autres alternatives que l'aspirine. Donc, parfois, on donnait aussi ça aux patients. Et ça arrive qu'on continue à leur donner, en particulier chez les patients qui sont en traitement d'entretien ou en traitement de consolidation, qui sont un petit peu à distance du diagnostic et qui sont peut-être moins à risque de thrombose. On peut leur donner que des anti-agrégants seuls, même si ce n'est pas tout à fait physiopathologiquement justifié. Pour ce qui est des complications osseuses, donc on a un petit peu évoqué certains traitements. La radiothérapie peut se discuter sur des lésions osseuses localisées, mais son action est lente. C'est-à-dire qu'un patient qui est très douloureux, vous n'allez pas le soulager très vite avec de la radiothérapie. Donc, ça peut être utile en consolidation ou sur des lésions qui sont pas trop douloureuses, mais ça ne va pas agir très vite. La cimentoplastie pour les ossements vertébraux, ça peut être assez intéressant à viser à la fois en tactique et de stabilisation pour éviter que les patients se déforment. Et les corsets, bon, en général, c'est assez peu fait parce que en fait, c'est très mal, si c'est bien fait, c'est très mal supporté. Donc, on propose assez peu des corsets aux patients. Bien sûr, ça, c'est hors contexte d'urgence. Ensuite, pour la prévention des complications osseuses plutôt à moyen et long terme, les patients vont recevoir une prophylaxie par biphosphonate en parallèle de leur traitement. Vous savez que la complication des biphosphonates, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire, donc ils vont avoir besoin d'une évaluation dentaire au préalable. Donc, ces biphosphonates, justement, ils sont recommandés pour tous les patients. En fait, même s'il n'y a pas d'atteinte osseuse, on pense qu'il y a ça permet d'éviter justement qu'il y en ait trop de suivi. Et ça aurait peut-être que ça permet un contrôle, ça a été suggéré dans certaines études que ça apporterait peut-être un contrôle sur le myélome, ce qui n'est pas une très... ça a été suggéré, mais il n'y a pas de preuve formelle de ça. En tout cas, ça prévient les événements osseux, ça c'est certain. Et donc, on utilise soit l'acide hyaluronique, soit le pamidronate. Il y a aussi un autre médicament qui a l'AMM en cas d'atteinte osseuse, qui est le denosumab, qui est un anti-rank ligand, qui est aussi possible, qui se fait en injection sous-cutanée. Et donc, la toxicité, vous le savez, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que les patients voient leur dentiste ou le stomatologue et que les éventuels foyers infectieux soient traités avant d'initier ce traitement au long cours. Et ça peut également engendrer une toxicité rénale à long terme, à laquelle il faut être attentif. En conclusion, c'est ma dernière diapo, je crois. Donc, le myélome, c'est une maladie qui est presque chronique, qu'on arrive à bien traiter. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Donc, on a en fait des patients qui vont rester sous le traitement, qui vont être traités très longtemps, qui vont être suivis très longtemps. Mais malheureusement, c'est une maladie qui reste encore incurable aujourd'hui, avec des rechutes qui sont inéluctables chez les patients. La première ligne des sujets jeunes, du coup, donc, ça fréquemment, on utilise de plus en plus le DARA-VRD. Comme je vous avais dit, les autres possibilités, c'est aussi le VRD ou le DARA-VTD en induction. C'est un traitement séquentiel avec une autographe, une consolidation et un traitement d'entretien. Mais en revanche, la première ligne des sujets âgés, ça, il n'y a pas trop de doute, c'est l'association DARA-tulam Revlimid dexaméthasone qui est la plus efficace et la mieux tolérée. Les traitements de rechute, en revanche, ils sont beaucoup moins homogènes, donc ça dépend du statut du patient, de sa maladie, des expositions au traitement antérieur qu'il a eu. Et pour les patients en particulier, la population des patients qui sont triple exposés, donc exposés aux molécules classiques ou réfractaires, on a ces possibilités qui sont les carticelles et les anticorps bispécifiques qui sont assez récents et assez intéressants dans ces cas-là. Et on n'a pas de guérison, mais de plus en plus, on a des situations on arrive dans certains cas à obtenir une maladie résiduelle négative de manière prolongée. Donc peut-être que c'est un espoir quand même pour la suite et peut-être qu'un jour on arrivera à guérir le myélome, même si on n'y est pas encore aujourd'hui. Voilà.
Allez, merci, c'est fini. Mais je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat aussi. La temporalité entre les quartiers et les bispés, elle n'est pas encore certaine. On ne sait pas trop encore si ça vaut mieux de faire les quartiers avant les bispés ou les bispés avant les quartiers. Est-ce que, la question c'était dans quel ordre, enfin, est-ce qu'on sait dans quel ordre il faut faire les anticorps bispécifiques ou les carticelles? Alors, ce qu'on sait, c'est que quand même les patients qui ont des anticorps bispécifiques, puis qui vont avoir des quartiers, ils répondent quand même moins bien. En fait, les anticorps bispécifiques qu'on a, c'est des anti-BCMA et c'est aussi les quartiers qu'on a. C'est vrai que si les patients sont en rechute après un traitement par bispécifique ou sont réfractaires, bien sûr, à ce traitement, ils vont moins bien répondre à la carticelle. C'est assez rare qu'on propose ça dans ce sens-là. Après, voilà, c'est à l'inverse, un patient qui rechute après carticelle, ils ne répondent pas tous, et un petit peu moins bien aux anticorps spécifiques, mais c'est possible parce que aussi, comme on l'a dit, en fait, les carticelles, au bout d'un moment, les patients les perdent, ils ne rechutent pas forcément tout de suite, et probablement qu'en fait, les cellules du myélome, elles restent sensibles en fait, à l'émission du BCMA, parce qu'en fait, comme les cellules des quartiers disparaissent, tu arrives quand même à récupérer une efficacité derrière avec des bispécifiques. Voilà. Après, donc ça c'est vrai parce qu'on a des bispécifiques anti-BCMA, mais après, on se reprendrait bien sûr. Après, l'avantage des bispécifiques, c'est quand même qu'on les a tout de suite. Donc, du coup, c'est en accès précoce. Donc, une fois qu'on décide de traiter un patient, en quelques jours, on peut avoir le traitement. Puis les carticelles, comme je vous ai dit un peu avant, c'est l'organisation, les démarches qu'il faut faire en avant, en fait, c'est 3 mois d'organisation, donc ça ne peut pas être tous les patients. Merci. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions, je n'en vois pas sur le chat, donc merci beaucoup d'être resté longtemps. Et bonne soirée. Merci.